Bonjour à tous, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de série de vidéos du cours de mécanique des solides. En fait, c'est la première vidéo de l'explication du cours de mécanique des solides. On va commencer par le chapitre 1 qui est intitulé les torseurs. Donc on va tout d'abord commencer par l'objectif pédagogique de ce chapitre. Premièrement, c'est savoir maîtriser l'atome torseur qui permet la modélisation de la mécanique des solides. Deuxièmement, connaître les différentes propriétés du torseur et les différentes opérations. Troisièmement, c'est savoir déterminer l'axe central d'un torseur par deux méthodes, analytiquement et géométriquement. Donc premièrement, on va commencer par un champ de vecteur. Définition. Un champ de vecteur HP est une application de l'espace affin OA qui est un ensemble des points dont les éléments sont des points dans l'espace vectoriel euclidien OA. Donc on va définir H comme étant, on associe à l'ensemble des points de l'espace affin un champ HP. Donc on va connaître tout d'abord les propriétés. C'est quoi un champ? Premièrement. Deuxièmement, champ uniforme. On dit qu'un champ uniforme de vecteur HP est uniforme sur un domaine T, c'est sa valeur indépendante du point P. Donc, c'est quoi dire ça? Donc, HP égale à HQ indépendamment du point qu'on choisit le champ. Donc, indépendant du point qui est égal, par exemple, HM, etc. qui est égal à une constante. Troisièmement, c'est quoi un champ central? Champ central. On dit un champ de vecteur HP est central si il existe un point O. Donc, si il existe un point O tel que, quel que soit P, on a cette relation. Donc, HP il est écrit comme ça. Un scalaire fois le vecteur OP. Donc, lambda, c'est un scalaire. Donc, quatrièmement, je vais tourner la page. Quatrièmement, c'est quoi un champ? C'est une propriété très importante. Un champ antisymétrique. Un champ antisymétrique. Donc, un champ de vecteur HP par exemple est antisymétrique. On dit champ antisymétrique ou bien champ de moment, de moment. Donc un champ, j'ai dit un champ HP antisymétrique, s'il existe un vecteur R tel que, quel que soit PQ, on a la relation suivante. Donc HP, une relation très importante, égale HQ plus un vecteur R que je vais définir plus tard. C'est un élément de réduction du torseur vectoriel QP. Vectoriel QP. Donc, cinquièmement, on va définir c'est quoi un champ équiprojectif. Champ équiprojectif. C'est quoi un champ équiprojectif? Donc un champ de vecteur H est équiprojectif s'il satisfait la relation suivante. Donc HP égale fois scalaire PQ est égal à HQ scalaire PQ. Donc cela traduit que l'égalité des projections orthogonales des vecteurs HP et HQ. Donc sur la droite PQ. Donc on va expliquer ce que veut dire cette phrase. Donc voilà la droite QP, PQ. Donc on va définir sur le point
P un champ HP, on va définir sur la droite, sur le point Q un champ HQ. Donc la projection orthogonale sur la droite QP et la projection orthogonale sur la droite QP. Donc ces deux morceaux-là sont égaux. Donc on va passer maintenant au 16e, au théorème de Delasus. Énoncé. Donc tout champ de vecteurs équiprojectifs et antisymétrique. Donc l'inverse est vrai, et réciproquement. Donc on va démontrer cette relation. On va tout d'abord d'une définition de champ antisymétrique. Définition de champ antisymétrique écrit comme ça. Et celui-là. Donc HP est égal à HQ plus R vectoriel QP. Donc on va multiplier à droite à gauche par le vecteur QP. Donc QP fois HP qui est égal à HQ vectoriel QP scalaire QP plus PQ, c'est pas QP, c'est QP, pardon, PQ scalaire R vectoriel Q PQ, ou bien QP, c'est la même chose, essentiellement QP. Donc j'ai dit que HP scalaire PQ est égal à HQ scalaire PQ plus PQ scalaire R vectoriel PQ. Donc c'est ça ce produit-là s'appelle le produit mixte. On va la dissocier. Donc PQ scalaire R vectoriel PQ est égal à quoi? Donc 1, 2, 3. Donc on va. Donc R scalaire est égal à R scalaire PQ vectoriel PQ. Donc ça égale à 0. Donc on a HP vectoriel PQ est égal à HQ scalaire PQ. Donc on a bien démontré que tous les champs antisymétriques est un champ équiprojectif. C'est ça la définition d'un champ équiprojectif. Que je viens de définir de 5e. Donc deuxièmement, les torseurs. Voilà, tout d'abord définir c'est quoi un torseur. Donc on appelle un torseur et on note T est égal à RHP, tout champ de vecteur HP pour laquelle il existe une vecteur R tel que, quel que soit P et Q, on a HP est égal à HQ plus R vectoriel QP. Donc cette relation s'appelle loi des transports. Le transport des moments. Des transports des moments. Donc on va définir T comme étant, on va écrire T comme étant dans un, pour le point P est égal
est égal à R HP. Donc R et HP s'appellent les éléments de réduction d'un torseur. R s'appelle la résultante, et HP s'appelle le moment du torseur au point P. Donc attention, R est indépendante du point qu'on calcule le torseur, mais HP, le moment, est dépendante du point P. Donc pas confondre les deux. Donc on va passer sur les opérations sur les torseurs. Deuxièmement, opération sur les torseurs. Donc premièrement, on va tout d'abord définir une propriété pour faire ces opérations. Donc les opérations sur les torseurs ne peuvent être effectuées que sur des torseurs exprimés au même point. Et dont le même repère. Donc, si on calcule par exemple HT1, le torseur T1, deux éléments de réduction R1 et un torseur T2, des éléments de réduction au point P par exemple, des éléments de réduction R2, H1, H2. Donc, ce point, si on veut calculer par exemple la sommation du torseur, il faut exprimer au même point et au même repère. Donc HP et H2P. Donc la sommation est tout simplement comme celui-là. Première propriété, la sommation du deux torseurs. H1 plus T2, H2 qui est égal à résultante R qui est égal à la somme des deux résultantes, le premier et le deuxième, et HP est égal à la somme des deux moments, H1 plus H2. Bien sûr, au même point P. Deuxième propriété, c'est l'égalité. Donc l'égalité de tout torseur. Ça veut dire que R1 égale à R2. Donc T1 égale à T2 implique que R1 égale à R2 et H1 égale à H2. H1 égale à H2, donc l'égalité des éléments de réduction d'un torseur. Donc on va passer aux troisième propriété, c'est le produit. Bien le commandement. Donc T1 multiplié par T2 qui est égal les éléments de réduction du torseur 1, c'est R1 H1 fois R2 H2. Vecteur. Donc la multiplication est plus. Donc est égal à quoi? Est égal à R1 fois H2 au même point P plus R2 scalaire H1. Donc on va définir une proposition ici. Donc le produit ou bien le commandement est indépendant
indépendant du point P qu'on calcule, bien sûr, le torseur. Donc, on va démontrer cette proposition. Donc, démonstration où un point B, on a cette relation qu'on vient de démontrer dernièrement. Donc, R1, scalaire H1 est égal, on va utiliser la relation du transport du moment au point A, par exemple. C'est H de A plus R1 vectoriel AB plus R2. C'est la relation du transport des moments. Plus scalaire, pardon, H1A plus R2 vectoriel AP. Donc on va dissocier ça, R1 scalaire H2A plus R1 scalaire R1 vectoriel AB plus R2 scalaire H1 de A plus R2 scalaire R2 vectoriel AB. Donc c'est ça le produit mixte, nul, nul. Donc on vient de démontrer que R1 H2A plus R2 H1. J'ai démontré ça que le produit c'est égal à 0. Donc je ne vais pas rappeler quand. Oui, dans la propriété d'équiprojectivité. Donc là, la théorème de Lassus. S'il y a dit que quelque chose n'est pas compris, ne quittez pas de poser les questions. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Je viens de démontrer que le produit ou bien le moment indépendant du point que calcule le torseur. Donc, si exactement le point B, le point P et le point A et le point A qui est égal à autre point, par exemple, H2Q plus R2 scalaire H2 en point Q. Donc, indépendant du point Q, ou bien du point A, ou bien du point, généralement indépendant du point, on calcule le torseur. On passe maintenant à l'invariant d'un torseur. Donc, la première invariant, c'est l'invariant scalaire au automoment. Il est écrit comme ceci. IS est égal à R fois HP. Donc, c'est la multiplication des éléments de réduction d'un torseur. Donc, les moments d'un torseur T et tout point d'un droite ont même projection sur la droite. On dit que H est un champ équiprojectif. Donc, la démonstration de cette relation, ou bien c'est la même démonstration que je l'ai démontré dans la dernière propriété des opérations sur le torseur, ou bien le commandement. Donc, c'est invariante scalaire ES est indépendante du point P. On calcule les torseurs. Donc, c'est ça devient le nom invariant. Donc, indépendante ou bien invariant. Si on change le point, on calcule le champ ou bien on calcule le torseur. Donc, la deuxième invariante, c'est l'invariante vectorielle. Il y a deux cas à distinguer. C'est la résultante nulle ou non. Premier cas, si la résultante n'est pas nulle, différente de 0. La variante scalaire vectorielle est écrite comme ici, comme ceci. La variante scalaire sur le module au carré de la résultante scalaire, la résultante. Donc, la démonstration de cette relation. Donc, l'invariante vectorielle dans ce cas correspond au vecteur projection orthogonale du moment sur la résultante. Donc, on va définir un vecteur unitaire U, la démonstration de cette première relation. Donc, on va définir un vecteur unitaire R sur le moment. Donc, la projection orthogonale du moment sur la résultante, c'est ça la définition de l'invariante vectorielle, donc HP. Voilà la projection orthogonale. Fois U. Donc on va dissocier ça HP sur
R fois R, donc fois R, juste j'ai remplacé U par son expression sur, donc on sait bien que IS est égal à R scalaire HP, c'est bien cette relation là, donc on vient de démontrer la relation que je pose ici. Donc IS sur le modulo au carré de R vectoriel scalaire R. Donc la deuxième propriété, ou bien le deuxième cas, c'est R est nul. Et tout simplement, variante vectorielle est égale à HP. Donc bien sûr que IV est indépendante du point. On calcule le champ pour le deuxième cas. Donc on a bien démontré que HP, deuxième cas, c'est R étant nul. Donc HP est égal à HQ plus R scalaire, vectoriel QP. Et cette relation est nulle car R étant nul. Donc c'est ça qu'on appelle, qu'il vient le nom invariant que j'ai dit premièrement. Donc il est indépendant du point, on calcule le torseur. Donc on va passer maintenant au quatrièmement, c'est l'axe central. On va définir c'est quoi axe central d'un torseur. Donc définition, l'axe central delta d'un torseur T de résultante non nulle, donc la résultante il ne doit pas être nulle, et l'ensemble des points P de l'espace où le moment HP est collinéaire à la résultante R. Donc il faut être que le champ HP par exemple est collinéaire à la résultante. Donc un scalaire lambda fois R doit être collinéaire à R, donc la même direction. Ou bien collinéaire, c'est pas la même direction, il faut la direction positive ou bien la direction négative. Ça dépend du signe de lambda. Donc lambda c'est un scalaire non nul. Donc l'axe central d'un torseur T est toujours une droite parallèle à R. Donc on va maintenant calculer le pas d'un torseur. Le pas d'un torseur c'est tout simplement lambda. C'est ça, c'est ce que s'appelle le pas d'un torseur. Donc on va le calculer. Donc on a, donc pour tout point de l'espace central d'un torseur, on a HP est égal à lambda fois R. Le produit scalaire de cette expression est invariante vectorielle R. Donc on va le produire par R ici et ici, donc qui est égal à lambda fois quoi? Fois le module de R au carré. Donc tout simplement lambda qui est égal à R scalaire HP sur R au carré. Donc ça c'est l'invariante scalaire sur R au carré. Donc on vient de démontrer que lambda est égal à ES sur le module au carré de R. Donc on va maintenant passer au moment central. Définition. Donc une petite définition sur le moment central. Le moment central en un point de l'axe central s'appelle le moment central. Donc si on calcule le moment en un point de l'axe central delta, ce moment s'appelle le moment central. Donc central vient de l'axe central. Donc le champ du moment des points P de l'axe central prendre la valeur constante. C'est pour ça. Donc HP est égal, c'est ça la définition du l'axe central, lambda fois R. On va remplacer l'expression de lambda, établir tout d'abord, c'est celui-là, et S sur R, scalaire R.
et ceci n'est autre que l'invariante vectorielle. Donc le champ des moments des points P de l'axe central est donc invariant et qui n'est autre que l'invariante vectorielle IV. Donc une propriété très importante du moment central. Donc le moment central sur l'axe central et sa norme est minimum. Donc le moment central sur l'axe central est constante et prend une valeur minimum. Donc la démonstration de cette relation, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Si quelqu'un a besoin de cette démonstration, vous la posez un commentaire, je le pose dans une autre vidéo, ou bien tout simplement je le prise une photo et je le publie dans la page Facebook. Donc maintenant on passe sur l'équation vectorielle de l'axe central delta. Donc soit un point P appartenant à l'axe delta. Donc le moment il est écrit comme ceci: H P est égal lambda scalaire R. Donc on a aussi que HP est égal, c'est la relation du transport des moments, c'est H, par exemple HO, un point O quelconque, plus R vectoriel OP. Donc scalaire, ici on va multiplier par R, c'est pas par R, on va faire une relation vectorielle avec R ici, avec R ici. Donc R vectoriel HP qui est égal à quoi? Est égal à R vectoriel HO plus R JD plus vectoriel OP qui est égal à quoi? Ceci égale lambda fois R. Donc R vectoriel R, c'est ça, est nul. Donc il reste R vectoriel HO plus R vectoriel OP. Donc on va dissocier ça. Donc ceci est égal. Ceci est égal à quoi? Est égal à R fois OP. Moins OP à l'air R au carré. Qui est égal à ça plus R vectoriel HO qui est égal à 0. Donc on va sortir OP de cette relation. Donc OP qui est égal à quoi? Est égal à R vectoriel HO sur R au carré plus ceci sur R au carré. Donc R fois OP sur R au carré fois R. On pose que R OP sur R au carré est égal à un scalaire alpha. Donc on va continuer dans cette feuille. Donc OP est égal à R vectoriel HO sur R au carré plus alpha fois R. Donc cette relation est très importante qui représente l'équation vectorielle de l'axe central. Cette relation, c'est l'équation vectorielle de l'axe central. C'est très importante. Donc lorsque alpha varie, le lieu de tout point de P possible est une droite parallèle à R qu'on appelle l'axe central delta du torse. Donc si on varie alpha,
tous les points, ou bien toutes les droites sont parallèles à la résultante R. Donc, on va passer maintenant aux présentations, comment établir l'axe géométriquement. Donc, représentation graphique, présentation graphique, de delta. Et delta ici c'est l'axe central. Donc l'axe central du torse T passe par un point P0 défini à partir de point O par la relation. Donc on va définir un torse T par le point P0 sur O défini par cette relation-là. R vectoriel H sur R au carré. Donc on peut écrire que d'après la relation d'Ochal, OP0 plus P0pi qui est égal à quoi? C'est égal à OP0 ceci plus quoi? Plus ceci. Celui-là c'est ceci. Il reste plus alpha R. Donc ceci est en collinéaire ou bien parallèle à R. Donc, il y a une relation très importante que l'axe central et la droite delta qui passe par P0 et qui a pour vecteur directeur R. Donc, c'est une droite qui passe par P0 qui a pour un vecteur directeur U. Vecteur unitaire U que j'ai déjà défini, c'est R sur le moment, sur le module de R. Donc, il suffit de déterminer le point P0 qui appartient à l'axe central delta à l'aide de la relation que je viens de définir, l'aide de la relation, OP0 qui est égal à quoi? Est égal à R vectoriel HO sur R, le module R au carré. Donc, cette relation permet de construire géométriquement l'axe central delta. Et le point P0 n'est autre que la projection orthogonale de O sur l'axe central delta. Donc, autrement dit, le module de P0 n'est autre que la distance à l'origine de l'axe central. Donc, je viens de présenter ça sur une figure. Je viens de tout à l'heure. Donc la figure, je viens d'expliquer ça. J'ai dit tout à l'heure que le point P0 n'est autre que la projection orthogonale du point O sur l'axe central delta. Autrement dit, la distance OP0 n'est autre que la distance à l'origine O de l'axe central. Donc la distance entre O et l'axe central, c'est ça OP0. Donc j'ai défini tout à l'heure comment déterminer l'axe central géométriquement. Par là, il suffit de déterminer la position de OP0, bien la position de P0, du point P0. Donc maintenant je passe à la détermination analytique du l'axe delta, l'axe central delta. Donc, il est pratique à déterminer les équations paramétriques de l'axe central à partir de la loi de distribution du moment. Donc, la loi de distribution du moment s'écrit comme ceci: HP avoir HO par exemple, plus R vectoriel OP, qui est égal à quoi? La définition de l'axe central est égale à lambda fois scalaire R. Donc, on va définir HO comme étant de coordonnées L, M, N, dont même repère par exemple I, G, K. Par exemple, de même base. Donc R
de coordonnées par exemple grand X, grand Y, grand Z dans le même base I, G, K. Et dernièrement, un OP de coordonnées petit x, petit y, petit z de même base E, G, K. Donc, on va décomposer ça et on va égaliser de chaque composante et de sorte que on trouve que L moins X grand Z plus ZY sur X qui est égal à quoi? C'est égal à M moins petite z fois X plus grande Z petit x sur quoi? Sur Y plus qui est égal encore la composante K c'est N moins petit x fois Y plus grande X fois petit x fois petit Y sur quoi? Sur Z. Donc la démonstration de cette relation est très facile. Il faut juste d'égaliser chaque composante ici. On va dissocier cette relation. On va égaliser chaque composante. Lambda, il va être simplifié. Il y a un lambda ici, un lambda ici, un lambda ici. Il y a une simplification par le scalaire lambda. Donc il suffit de calculer ce produit vectoriel. Donc il faut l'égaliser chaque composante. Je dois égaliser le composante multiplié par I d'ici, ici, G et même pour K. On va trouver cette relation. S'il y a des questions, si quelqu'un n'est pas arrivé à cette relation, il suffit de commenter par un commentaire et de démontrer. Donc il est très facile. Il y a par exemple des cas particuliers comme le cas général si x, y et z différents de 0. Dans le cas d'un plan, c'est que le plan, par exemple, plan x, x, le plan, par exemple, x, y. Donc, le plan x, y, z nul. Donc, on va trouver que n moins x, y plus grand x, y égale 0. Donc, c'est ça, là, l'équation paramétrique de l'axe central. Donc, si le plan, par exemple, si le plan x, z, y égale à nul, c'est ça qui est nul. L'autre exemple, c'est x égale à 0. Donc, dans le plan x, z, y, z, pardon, y, z. Donc, la relation qui est nulle, c'est celui-là. Donc, il s'appelle l'équation paramétrique de l'axe central. Donc, les cas particuliers du torseur, ou bien torseur particulier. Je ne sais pas quel cinquièmement. Torseur particulière. Tout simplement. Est un glisseur, il y a deux exemples, un glisseur et un couple. Donc, un torseur T est un glisseur, G, en autre G, c'est seulement si la résultante est différente de 0 et le moment nul. Et on appelle un couple, donc T est un couple, c'est seulement si que la résultante est nulle et le moment différent de 0. Donc, le couple est noté comme ceci. Donc, qui est nul, la résultante nulle, et le moment est différent de 0. Tout simplement. Donc, il y a l'exemple d'un torseur nul. Torseur nul, c'est très facile. Donc, un petit torseur nul, si tous les éléments de réduction sont des zéros nuls. Donc, la résultante est aussi le moment. H. Les deux. Donc, on passe aux décompositions d'un torseur. Décomposition d'un torseur. Par exemple T. Donc un torseur T quelconque qui n'est ni couple ni glisseur que vient de définir dernièrement. Donc un torseur quelconque. Donc la résultante différente de 0 et HP différente de 0.
peut être décomposé en la somme d'un glisseur et d'un couple. Donc, toutes les torseurs, ils sont possibles de décomposer à un glisseur et à un couple, la somme des deux. Donc, la définition mathématique de ça, c'est celui-là. Donc, un torseur quelconque des éléments de réduction R et d'un moment H au point P, on va décomposer un torseur et un glisseur et un couple. Donc, c'est R0 plus 0 et HP. Celui-là, un glisseur, et celui-là, couple. Tout simplement. Donc, égal à un glisseur, point P, plus un couple. Tout simplement. Donc, c'est la décomposition canonique. Celui s'appelle décomposition canonique. Décomposition canonique. Donc, la décomposition centrale. On passe maintenant à la décomposition centrale. Décomposition centrale. Donc, on va introduire tout simplement l'invariant vectoriel de T. On a la décomposition ici. Donc, on va introduire tout simplement l'invariante vectorielle comme ceci. Donc, un torseur de élément de réduction HP qui est égal à quoi? Est égal à R HP moins l'invariante vectorielle plus 0 invariante vectorielle. Donc, tout simplement. Donc, le torseur, celui-là, est un bien glissant, puisque R différent de 0, ils sont invariants scalaires et nuls. Donc, celui-là est nul et R différent de 0, par exemple. Donc, je viens de démontrer ça. Donc, je viens de démontrer que l'invariante scalaire est nulle de celui-là, de ce torseur-là. Donc, IS est égal à quoi? Est égal à HP scalaire R. Donc, HP de celui-là, c'est ceci. Donc, c'est H' par exemple, pour ne pas confondre. Donc, HP moins IV scalaire R. Donc, HP vecteur scalaire R moins IV. L'invariante vectorielle est égale à quoi? Est égale à R fois IS sur R au carré fois R, celui-là. Donc, ceci n'est autre que l'invariante scalaire. Ceci va être simplifié. Donc, IS égale à 0. Donc, on est très bien démontré que IS, que HP moins EV scalaire R est nul. Donc, celui-là n'est autre que un glisseur. Donc, c'est tout ça pour ce premier chapitre. S'il y a quelque chose n'est pas clair, ou bien des questions, ou bien des commentaires, ne vous inquiétez pas de le poser. Je suis là pour le répondre. Et merci à tous. Donc, la deuxième vidéo se porte sur la cinématique du solide. Donc, le cours que je viens de présenter, c'est un cours porté au solide indéformable. Donc, par exemple, c'est une distance du solide QP est inchangeable au cours du temps. Donc, c'est ça la définition d'un solide indéformable. Donc, la distance QP reste constante, reste inchangée. Donc, j'ai dit que le deuxième chapitre sera porté sur la cinématique du solide. Donc, s'il y a des questions ou il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le premier chapitre, vous la posez donc soit sur la chaîne YouTube, sur des commentaires, ou bien sur la page Facebook.
Je viens de poser le lien ci-dessous. Donc, à très bientôt. Au revoir, à la vidéo prochaine, Inch'Allah.